retardataires vont nous retrouver là ce soir. Donc bonsoir à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis le docteur Géraldine Texier, je suis médecin sur le service de soins palliatifs et je préside effectivement la commission accompagnement, soins palliatifs et fin de vie de l'établissement, qui est une sous-commission de la commission médicale d'établissement. Et je suis donc ravie de vous accueillir ce soir pour cette conférence grand public que nous avons organisée avec la commission accompagnement, soins palliatifs et fin de vie en collaboration avec la délégation à la qualité et gestion des risques dans le cadre d'une semaine thématique et dont le titre nous plaît beaucoup puisque ça s'appelle Soins palliatifs, projet avec un S de vie. Et donc la conférence de ce soir est effectivement l'un des points phares de cette semaine thématique. Néanmoins, je vous invite quand même à ne pas oublier le reste des activités, des animations, des temps que nous avons proposés sur la semaine, avec des temps effectivement dans les grands halls des hôpitaux, donc Pontchaillou, PFPS, l'hôpital Sud, pour discuter effectivement avec les professionnels, les bénévoles, les membres des associations, autour des soins palliatifs, des droits des patients, avoir des discussions ouvertes. On organise également jeudi après-midi, dans ce même endroit, un temps de discussion autour de vignettes cliniques, avec effectivement 3 équipes du CHU qui se sont mobilisées, l'équipe de l'USLD, l'équipe de cardiologie, et puis l'équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques qui vont nous proposer effectivement des temps concrets pour pouvoir aborder effectivement la dimension palliative au travers de parcours de patients et surtout d'histoires de vie. Dans le même temps, il y a une webconférence organisée par France Asso Santé. Et puis vendredi, effectivement, on vous réaccueillera avec grand plaisir sur les portes ouvertes de l'unité de soins palliatifs. On avait un temps cet après-midi aussi de portes ouvertes. Vendredi, on aura la chance d'avoir Thomas Menuet, qui est un artiste musicien qui est venu en résidence d'artiste sur l'unité et qui nous propose là une œuvre sonore et qu'on vous invitera à découvrir sur le temps des portes ouvertes. Alors pour effectivement ce soir, sur cette conférence qui va parler de l'anticipation des soins, je suis vraiment ravie, enchantée d'accueillir Madame Christine Clavien, qui est philosophe des sciences et de la morale, qui a fait donc une thèse sur l'éthique évolutionniste menée en co-tutelle avec l'université de Neuchâtel en Suisse, et d'ailleurs elle nous arrive directement de Suisse. Elle a fait un postdoc à l'université Columbia à New York et a travaillé comme première assistante, puis maître assistante au département d'écologie et d'évolution à l'université de Lausanne, avant de rejoindre l'Institut éthique, histoire, humanité à l'université de Genève. Aujourd'hui, elle est membre de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine, de la Commission fédérale d'éthique pour les biotechnologies dans le domaine non humain, de l'Ethic Work Group, et elle travaille également dans un groupe national de planification anticipée concernant la santé. Et donc moi, je suis très touchée de sa présence parce qu'effectivement, c'est vraiment une oratrice avec qui on a eu plaisir à discuter et qui, je pense, va nous présenter là quelque chose de très, très intéressant dans notre pratique du quotidien. Cette soirée va être donc modérée par le docteur Génin, qui est praticien hospitalier sur l'équipe mobile de soins palliatifs, en co-modération avec le docteur Robert, qui est médecin sur l'équipe régionale de soins palliatifs pédiatriques, et donc c'est le pédiatre de la soirée, et il est également notre universitaire sur le service de soins palliatifs. Et donc grâce à leur expérience et leurs expertises, j'espère que la discussion sera riche et que ce temps de débat, là, après la présentation de Madame Clavien, pourra répondre à vos questions. Avant de débuter la soirée, on vous avait préparé un micro-trottoir avec l'aide de France Asso Santé. On va vous inviter à le visionner et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc je nous souhaite à tous une très très belle soirée. Merci beaucoup de votre présence. Palliative, c'est des soins pour les personnes âgées, pour soigner les personnes âgées qui sont en situation de dépendance, entre guillemets. Les patients en fin de vie, en souffrance, la famille en souffrance qui les accompagne aussi. C'est pour améliorer quand la personne est malade, pour qu'elle aille mieux. Aider à gérer sa douleur peut-être aussi. Alors ça évoque la douleur,
la prise en charge du patient lorsqu'il est très douloureux. C'est les soins qu'on donne à quelqu'un qui est en train de mourir. Le confort, le confort. Après, je sais pas vraiment à quoi ça consiste vraiment. Soins de confort, l'accompagnement. La prise en charge des symptômes du patient. C'est les soins qui arrivent au moment où on sait que, on va dire, le patient va décéder. C'est les soins en fait, qui vont amener, on va dire, la mort derrière. La fin de vie, accompagner les patients, du temps et de la disponibilité des soignants. Accompagner les patients en fin de vie dans la dignité, le respect de leur volonté, avec tout ce qu'ils souhaitent pour finir de façon apaisée. Ça n'évoque surtout pas la fin de vie, parce qu'il y a encore beaucoup d'espoir. C'est une étape dans la vie des gens. C'est une bonne chose, je pense, pour le patient et pour la famille. Pas du tout. Je ne sais pas. Du tout. C'est l'accord que la personne doit donner quand elle décédera, quand elle donne son accord à l'avance. On va préparer des choses à l'avance. Je pense que c'est. C'est des patients qui seront en état de conscience de donner leurs sentiments sur ce qu'ils veulent qu'on fasse de leur corps. C'est pas assez connu des usagers, pas assez développé. C'est quand on demande ce qu'on souhaite comme soins, par exemple quand on est dans le coma, ou l'acharnement thérapeutique. Avant d'être confronté à la fin de vie ou à une pathologie chronique ou de pouvoir préciser auprès d'un organisme ce que l'on souhaite pour nous. On a du mal en tant que soignant à demander au patient est-ce qu'il a rédigé des directives anticipées. Je pense que c'est pas encore rentré dans les mœurs, mais il faudrait en fait que ça soit du quotidien pour les soignants, à l'accueil du patient, de demander s'il y avait vraiment, pour respecter encore une fois la volonté du patient. Pour respecter les volontés du patient, savoir ce que lui veut et surtout ce qu'il va, et de respecter nous après derrière ses souhaits. S'ils sont contre l'acharnement thérapeutique, de dire qu'ils ne veulent pas de soins abusifs ou invasifs trop longtemps. Est-ce que je dois parler avec le micro ou est-ce que... Ah non, il fonctionne celui-là. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de parler avec le moins d'accent suisse possible. Je vais vous parler des directives anticipées, justement, dont on parlait dans le... Est-ce que je garde le masque ou est-ce que je l'enlève? Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Je peux l'enlever? Ok. Et je dois parler plus près du micro. Peut-être que je parle comme ça, c'est peut-être plus facile pour vous. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est le PROSA? En Suisse, on appelle ça le PROSA. Si j'arrive à trouver un moyen d'avancer, voilà. C'est en fait une philosophie qui répond à un besoin, qui répond à une problématique. Et cette problématique, c'est la situation, bon là je pense que je fais une introduction que tout le monde connaît déjà, c'est cette situation dans laquelle si il vous arrive un accident demain, par exemple un accident de route, est-ce que, et puis que maintenant vous soyez, vous arrivez aux urgences et puis vous êtes entre la vie et la mort et les médecins évaluent que c'est peut-être possible de vous sauver, mais c'est sûr que vous serez tétraplégique. Dans ces situations-là, est-ce que vos proches, qu'est-ce qu'ils savent? Jusqu'où vous auriez voulu continuer à vivre, à quel prix,
qu'est-ce que vous auriez accepté, qu'est-ce que vous n'auriez pas accepté, est-ce que vos proches savent ça? Et en fait, quand on pose la question aux gens, la plupart répondront non. Alors ça, c'est une situation qui est peut-être un peu paradigmatique ou caractéristique. On prend souvent dans l'exemple de l'anticipation des soins, mais c'est de loin pas la plus fréquente. Ce qui est le plus fréquent, en fait, c'est une personne qui est déjà fragilisée, qui arrive gentiment au bout de sa vie. C'est pas encore pour demain, mais quand même, il y a un moment donné où ça devient de plus en plus imminent. Et puis, il lui arrive un événement, et puis à ce moment-là, on va demander aux proches. Je vous donne peut-être un ou deux exemples qui vont illustrer à quel point c'est important d'anticiper. Imaginez une vieille dame qui a un mari avec lequel elle n'est pas forcément toujours d'accord, mais avec laquelle elle vit au quotidien, et une fille avec laquelle elle s'entend extrêmement bien, sur laquelle elle est vraiment sur la même longueur d'onde. Eh bien, peut-être qu'elle aurait envie que ce soit sa fille qui décide pour elle. Pour ce qui est de la Suisse, en l'occurrence, si cette dame n'a pas écrit de directive anticipée pour nommer une représentante thérapeutique, nommer sa fille comme représentante thérapeutique, eh bien, c'est en réalité son mari qui pourra décider. Donc, dans une situation comme celle-ci, ça vaut la peine de pouvoir le dire en avance, ou bien de pouvoir dire qui c'est qui pourra décider à notre place, même si on n'a pas envie de dire précisément qu'est-ce qu'on veut avoir ou ne pas avoir lors des traitements. Imaginez une autre situation où vous avez une personne qui habite seule, qui est autonome, qui voit le sens de sa vie dans cette autonomie, qui se dit, moi, tant que j'arrive à rester à la maison, c'est bon, je suis content avec ma vie, mais par contre, le jour où je serai plus autonome, j'aurai plus envie de continuer. Mais s'il ne l'a pas vraiment bien expliqué, et s'il n'y a pas beaucoup d'entourage autour de lui, et mettons qu'il ait une pneumonie qui chute à la maison, il arrive inconscient à l'hôpital, et bien à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? En l'absence d'information, eh bien, on va faire la volonté présumée du patient, et la volonté présumée du patient, c'est de faire tout pour le réanimer, le remettre sur pied, même si on sait qu'il ne pourra jamais rentrer chez lui parce qu'il souffre de fractures qui seront, vu son état fragile, qui feront qu'il ne pourra pas être autonome après. On va quand même le sauver. Et du coup, cette personne-là, si elle n'a pas fait l'effort de l'exprimer ou de le dire autour d'elle, ou que ce soit que l'information est circulée, eh bien, elle ne sera pas traitée au plus près de ses valeurs. Donc, il y a plein de situations comme ça dans lesquelles on a un résultat qui est non optimal, malgré la bonne intention de tout le monde. Et c'est ça vraiment qu'il faut garder à l'esprit. L'idée, c'est pas que les patients doivent se battre contre les soignants. L'idée, c'est que les patients peuvent aider les soignants, et surtout la famille aussi, à prendre des décisions qui sont plus simplifiées. Imaginez surtout une situation où vous pouvez avoir des membres de la famille qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, un patient qui n'a pas exprimé clairement ce qu'il voulait durant sa vie, avant d'être, pendant qu'il était capable de discernement, eh bien, ça va être une charge immense pour la famille, en fait. C'est une source de conflit importante. Alors, non seulement il y aura cette maladie à gérer, ce proche qui souffre, mais en plus, un conflit de famille qui émerge. Donc, c'est des situations comme ça qui ont fait naître, en fait, un mouvement qui promeut ce qu'on appelle l'anticipation des soins. En Suisse, en Suisse romande, en tout cas, on parle de PROSA, de projet de soins anticipés. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un processus global, dynamique et évolutif dans le temps, qui intègre les patients, mais pas seulement les patients avec les professionnels de santé, mais aussi avec les proches aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'intégrer dans une discussion globale toutes les personnes qui sont concernées par la situation. Ça concerne effectivement les proches, les patients et les soignants.
Et le deuxième aspect qui est important, c'est, donc là, c'est illustré ici par le fait que le patient est au centre, il est là au centre et puis il discute avec les gens dans son entourage et le soignant et proches. Et puis, c'est un processus qui se fait de manière évolutive sur le temps et qui implique aussi beaucoup de réactualisation en permanence. Et l'objectif, c'est vraiment de préparer, d'être prêt pour une prise en charge médicale future qui soit aussi proche des volontés du patient et adaptée à ce qu'il aurait voulu. Alors, quand on fait ce genre de discussion-là, on peut aboutir ensuite à une documentation, et c'est, disons, la deuxième partie importante du PROSA, le projet de soins anticipés. Il y a l'aspect discussion, mais il y a aussi l'aspect documentation. Et cette documentation, elle peut être très variée. Alors, la plus connue, celle qu'on a vue dans les micro-trottoirs, c'est les directives anticipées. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que le patient lui-même peut écrire des directives, il peut écrire sur un document. Pour ce qui est de la SUS, en l'occurrence, c'est un document qui a une valeur légale, c'est-à-dire que les soignants ont l'obligation de respecter les demandes du patient dans la mesure où ces demandes sont médicalement appropriées. Il y a l'obligation de respecter. Et donc, le patient peut exprimer s'il veut être réanimé ou pas selon certaines circonstances. Il peut exprimer s'il veut des antibiotiques ou pas d'antibiotiques à la prochaine fois qu'il aura une grippe, des choses comme ça. Mais il peut aussi dire plein d'autres choses dans des directives anticipées qui n'auront pas forcément une force légale, mais qui seront très intéressantes. Alors, il y a des documents qui sont plus ou moins complets. Dans certains documents, on met aussi la prise de position par rapport au don d'organes, mais on va aussi mettre des choses un peu plus précises du genre, pour moi, la vie, elle vaut plus la peine d'être vécue si je suis plus capable de vivre de manière autonome à la maison. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut aussi écrire dans les directives anticipées. Alors, c'est pas directement une prise de position sur réanimation ou pas réanimation dans une circonstance, donc c'est pas une prise de position sur un acte médical, mais c'est une prise de position qui est extrêmement utile pour les soignants parce que du coup, lorsque la personne arrive à l'hôpital et puis qu'on peut évaluer qu'effectivement non, elle pourra plus retourner à la maison, les soignants bienveillants, ils vont prendre en considération cette information-là. Alors maintenant, le problème de ces documents, c'est que quand on les écrit, il y a plusieurs soucis. Le premier souci, c'est que si on les écrit un peu tout seul à la maison, des fois on l'écrit d'une manière à ce que ce ne soit pas très compréhensible et difficile à interpréter. Par exemple, si vous écrivez dans les directives anticipées « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique ». Bon, ok. C'est bien, mais c'est quoi l'acharnement thérapeutique selon vous? Et en fait, il y a une variété énorme. Pour notre patient que j'ai décrit tout à l'heure, l'acharnement thérapeutique, ça devient à partir du moment où on fait des traitements, on maintient en vie alors qu'on sait qu'il sera plus autonome. Mais pour quelqu'un d'autre, l'acharnement thérapeutique, ça peut être à la frontière, elle peut être beaucoup plus loin. Elle peut être à un moment donné où la souffrance devient trop intense et là, je ne veux plus. Mais on peut très bien vivre dans une institution, être heureux dans une institution. Et pour plusieurs personnes, l'acharnement thérapeutique cette frontière-là ne sera pas la même. Et donc, d'écrire ça dans des directives anticipées, j'insiste là-dessus parce que c'est le truc qu'on voit presque sur une directive anticipée sur deux, on va avoir ça qui sera écrit. Je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Mais ça, c'est ininterprétable, en fait, pour des soignants. Donc, écrire des directives anticipées, c'est bien, mais il faut qu'elles soient compréhensibles. Pour qu'elles soient compréhensibles, on est obligé d'avoir eu des discussions avec les soignants qui puissent avoir une réflexion autour de, voilà, quelle est votre situation de santé, quels sont les scénarios possibles qui peuvent vous arriver à vous, et puis, en fonction de ces scénarios possibles, dire, voilà, ce serait pertinent d'écrire ça dans les directives plutôt que ceci, de telle manière plutôt que de telle autre. Donc, voilà. Les directives anticipées, c'est quelque chose qui s'accompagne dans la discussion avec les soignants. Et puis, une deuxième chose aussi importante à savoir par rapport aux directives anticipées, c'est que les patients, souvent,
ils ont l'impression que, bon, une fois que c'est écrit, c'est bon, tout le monde est au courant. Le monde entier est au courant de mes directives. Puis en fait, non. Non, parce que après, on a un papier qui est signé, qui a une valeur légale, mais on va le mettre où? On va le donner à qui? Et puis si vous ne le donnez pas au bon endroit, à la bonne personne, elles ne vont pas être appliquées, simplement. Et donc, l'enjeu suivant avec les directives anticipées, c'est de les déposer dans des endroits où, effectivement, elles vont être trouvées au bon moment par les bonnes personnes. Par exemple, les donner à son représentant thérapeutique, typiquement. D'ailleurs, l'avantage aussi en le faisant ça, c'est que vous informez aussi votre représentant thérapeutique de ce que vous voulez, vous pouvez avoir cette discussion avec lui. Le donner au médecin traitant, parce que c'est en général la première personne qu'on va contacter depuis un hôpital pour avoir plus d'informations sur le patient. Et puis, éventuellement aussi le donner à des soignants qui sont eux-mêmes à l'hôpital, parce que le médecin traitant, si lui il le garde dans son dossier, ça ne va pas forcément transiter à l'hôpital. C'est possible qu'il y ait aussi une perte d'informations à ce stade-là. Vous gardez vos directives anticipées à l'hôpital et chez votre médecin traitant, très bien, mais quand vous arrivez aux urgences à l'hôpital, ça dépend le temps qu'on a à disposition, on ne sera pas au courant. Tout dépend du temps, en fait, parce qu'il y a des situations dans lesquelles les décisions aux urgences, par exemple, doivent être prises rapidement. Quand on a plus de temps, on va prendre ce temps pour investiguer, pour savoir s'il y a des directives ou pas. Mais donc, l'idéal, ce serait quand même de les avoir aussi à l'hôpital. Donc, ce qu'il faudrait, c'est donner à des soignants qui, eux, vont charger les directives dans le dossier à l'hôpital. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un gros enjeu de transmission de cette information. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de discuter, d'informer ses proches, et puis aussi de se faire une idée de qu'est-ce qu'il faudrait que j'écrive dans ces directives pour que ce soit pertinent et que ça fasse sens. Puis le deuxième enjeu, c'est qu'il faut absolument que ces directives, elles soient mises dans les bonnes mains, elles soient inscrites dans les bons dossiers pour qu'elles soient trouvées le jour J où on en a besoin. Et c'est là qu'on se retrouve dans une situation où on se rend compte que finalement ce document-là, directive anticipée sur lequel on a mis tellement d'emphase en fait pendant tout le début de ce processus de PROSA. Au début, on se disait tiens, il suffit de faire écrire des directives anticipées aux patients, puis après ça sera plus clair, ils seront plus facilement pris en charge. Et ça, dans les années 50, quand les directives anticipées ont commencé à prendre et puis à être reconnues comme étant un outil intéressant, on a beaucoup tablé là-dessus. Il y a énormément de recherches d'ailleurs scientifiques qui ont été faites où on évaluait la qualité en fait des projets en fonction du nombre de documents qui ont été produits par les patients. Puis en fait, on s'est rendu compte que après il y a eu des études qui ont été faites pour savoir si ce nombre de directives anticipées était corrélé avec une meilleure prise en charge en fin de vie. Et là, le drame, c'est que non, il n'y avait pas de corrélation. Donc, il manquait un truc. Il manquait un truc dans la chaîne. C'est bien de faire des directives aux patients, mais ça ne suffit pas. Il manque d'autres ingrédients dans votre recette, si vous voulez, pour que ça donne vraiment à la fin un gâteau que vous voulez manger. Donc, ce qui manque, c'était, déjà la clarté des directives. Ce qui manque aussi, c'était le fait qu'on les trouve ou qu'on ne les trouve pas. Ce qui manque aussi parfois encore maintenant, c'est la volonté des soignants de prendre en compte ces directives, parce qu'il n'y a pas toujours une philosophie de prise en charge des soins qui va dans ce sens-là. Les médecins peuvent avoir facilement la tendance à penser qu'ils savent mieux que le patient ce qui est bien pour lui. Et ça, c'est une difficulté personnelle, en fait, qui doit toujours être gérée du point de vue du corps médical. Ça, c'est l'humain. L'humain est comme ça. On a toujours l'impression de savoir mieux ce qui est bien pour les autres. Surtout ceux dont on voudrait dont on voudrait prendre soin. On sait ce qui est bien pour eux. Donc, il n'y a pas de raison que les médecins soient moins biaisés que monsieur et madame tout le monde. Donc, ce souci-là, il existe. Et puis, un autre souci qui existe, c'est le côté rigide des directives anticipées.
Parce que, en fait, vous mettez en place tout un processus, vous discutez, vous inscrivez, vous êtes content, vous distribuez vos documents dans tous les endroits où il faut. Puis, après, il se passe quelques années, et puis peut-être que 10 ans plus tard, votre santé a changé, votre état de santé a changé, puis peut-être vos priorités de vie ont changé aussi. Et puis, vous vous retrouvez dans cette situation avec des directives anticipées qui sont datées d'il y a 10 ans, un patient qui arrive à l'hôpital, puis vous vous demandez, bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut encore aujourd'hui, 10 ans après? Et donc, le problème des directives anticipées, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait tout cet effort de les écrire, de les signer, de les transmettre, etc., vous avez l'impression, bon, c'est réglé, on s'en occupe plus. Et puis, en fait, non, parce que le PROSA, c'est quelque chose qui est évolutif et qui doit être en permanence remis au goût du jour et réactualisé. Et donc, ce qui manque aux directives anticipées, c'est cette flexibilité et de la mise à jour continue. Alors, bon, face à la réalisation de tous ces enjeux, de tous ces problèmes et toutes ces limitations de juste le document directive anticipé, il y a vraiment ce mouvement de PROSA qui, de manière internationale, qui s'est développé avec une idée plus au sens de la définition que j'ai donnée ici, où on va regarder moins le document qui a une valeur légale, mais on va regarder plus la prise en charge globale et évolutive. Alors concrètement, au niveau de la documentation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors là je prends juste l'exemple des HUG, dans les hôpitaux universitaires de Genève que je connais. En fait, bien sûr, au niveau des dossiers des patients, on va avoir les directives anticipées. Donc au sein du dossier patient, vous allez avoir la possibilité de charger les directives anticipées du patient. Mais l'air de rien, ça va quand même rester un document PDF que vous devez ouvrir, puis que vous devez lire. Et puis comme il n'a pas exactement la même forme, enfin il n'y a pas une forme standard, donc chacun il va de sa sauce, il le fait différemment. Et donc il faut lire dans le texte et puis essayer de comprendre et trouver l'information qu'on veut. C'est assez fastidieux comme processus. À côté de cela, au sein du dossier du patient, on a des rubriques qu'on appelle les IMU. Bon, ça c'est classique. Ça c'est extrêmement important pour les urgentistes qui n'ont pas le temps d'aller ouvrir ces documents et les lire dans l'intégralité. Ils doivent ouvrir le dossier du patient et en quelques secondes savoir s'il faut réanimer ou pas réanimer. Et dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de savoir en fait où se trouve le patient par rapport à ses priorités de vie et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas pour le traiter. Donc ces IMU au HUG, pour qu'elles soient évolutives, en fait, il y a on impose aux soignants, chaque fois qu'un patient rentre à l'hôpital, est admis à l'hôpital, de réévaluer ça. Alors, idéalement, ça devrait se faire avec une discussion, mais à tous les coups, il y a cette nécessité de se reposer la question, est-ce qu'elles sont encore à jour? Et puis si on a l'impression qu'elles sont peut-être plus à jour, remenez la discussion. Et ce qui est intéressant, c'est que les IMU, ce n'est pas quelque chose qui est signé par le patient. Donc il n'y a pas une valeur légale en ce sens-là, en tout cas pour ce qui est de la Suisse. Par contre, ça fait partie d'une pratique médicale de mise à jour qui rentre dans la philosophie du PROSA. Et la troisième chose qu'on a aussi au HUG, qui est nouveau en fait, on l'a instauré depuis moins d'une année, donc on en est très fiers, c'est ce qu'on appelle le plan, le PSA, le plan de soins anticipés. En fait, c'est une chose toute bête, c'est juste une petite case de texte à remplir qui est évolutive, comme du texte Word, où vous pouvez écrire dedans. Et puis, ce n'est pas seulement les médecins qui le remplissent, ça peut être des infirmières, des infirmiers, des aides-soignants, ceux qui ont accès qui ont un droit d'accès au dossier du patient. Ils ont le droit aussi d'écrire quelque chose, et puis ils ont le droit d'écrire quelque chose au sujet de quelles sont les priorités des patients, quelles sont les valeurs, qu'est-ce que le patient a dit qui serait pertinent par rapport au PROSA. Si tout à coup le patient exprime « Ah ben voilà, moi, un objectif de soin, c'est cet objectif-là », eh bien, on peut l'écrire dans le dossier du patient. Si quelque chose a changé, on peut l'écrire. Et puis on peut avoir un traçage aussi historique, on a le regarder derrière, mais surtout, ce qu'on voit toujours, chaque fois qu'on ouvre le dossier du patient, chaque fois que n'importe quel soignant ouvre son dossier du patient, il y a une petite case en haut à droite
ProSA, on clique dessus et oups, ça apparaît et on voit. Et on voit quels sont en fait les objectifs de soins, quelles sont les valeurs, les priorités des patients. Ça, bien sûr, à condition que les soignants fassent diligemment ce travail de mettre à jour la documentation. Maintenant, nous sommes en train de batailler en fait pour motiver en fait les troupes à remplir cette case. Et ça, c'est vraiment difficile. En l'occurrence, en particulier pour les infirmières qui n'ont jamais eu l'habitude d'écrire dans les dossiers du patient. Jusqu'à présent, c'était toujours les médecins qui le faisaient, en tout cas chez nous, qui le faisaient beaucoup. Les infirmières n'osaient pas trop écrire dans les dossiers du patient. Maintenant, elles ont le droit, mais elles n'osent pas trop toucher. C'est le truc qui fait peur. Et donc, on doit vraiment changer les mentalités pour leur donner cette autorisation et cette force pour aller écrire des choses qui sont pertinentes, qui vont être pertinentes pour la prise en charge du patient. Et ça aussi, c'est évolutif. Voilà. Donc, globalement, l'idée du ProSA. Alors, bien sûr, quand on a un bon ProSA qui est mis en place, eh ben, le jour où il y a un accident, et le jour où il y a un événement qui arrive, eh ben, c'est ce scénario qui va se passer. C'est que les soignants, les proches, ben, ils vont être au courant, ils sauront quoi faire. Et puis, du coup, la prise en charge va aller plutôt dans le sens du patient. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on revient à notre graphique ici, l'enjeu crucial et difficile à réaliser, c'est la compréhension et la transmission efficace des objectifs de vie, des objectifs de vie et de soins des patients. Et puis, les ingrédients qui sont vraiment nécessaires pour y arriver, c'est une discussion, mais une discussion qui doit être régulière, pour justement cette mise à jour. Et puis crucial aussi, c'est la documentation, quelle qu'elle soit, que ce soit des directives anticipées ou d'autres modes de texte qu'on écrit dans les dossiers patients. Chaque hôpital peut avoir ses idées à soi, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut une documentation qui soit mise au bon endroit, à l'endroit où on va la voir le jour où on en a besoin. Et donc, bon, tout ça c'est très joli. Il reste une autre barrière qui est extrêmement connue pour tous les gens qui travaillent dans le ProSA, c'est la barrière de la thématique. C'est quand même pas une thématique très sympathique à aborder, les enjeux de fin de vie, les enjeux d'anticipation des soins, parce qu'on doit se projeter dans une situation où il nous arrive un truc grave. Alors même si on ne meurt pas, quand même, on aura un accident, on pourrait être paraplégique. Enfin, je veux dire, ce genre de choses-là, on n'a pas envie d'y penser. Donc la plupart, c'est naturel de se dire, bon ben, ok, ça ne va pas m'arriver demain, donc je m'occuperai de ça la semaine prochaine. Et on repousse et on repousse et on repousse. Des fois aussi, ça fait peur. Il y a beaucoup de patients, par exemple, qui disent, quand on leur propose de rentrer dans ce genre de discussion, ils disent, ouais, mais attendez, vous voulez mettre dans le cercueil. Puis il y a vraiment cette idée, cette peur un peu inconsciente et puis irrationnelle de se dire, mais si je commence à aborder la thématique, ça veut dire que je vais bientôt mourir. Et non, ce n'est pas le cas, mais c'est vraiment comme ça qu'on a tendance à penser. Donc, un des gros enjeux du ProSA, indépendamment de tout ce que je viens de dire maintenant, c'est l'enjeu de briser la glace, de casser cette rigidité, cette peur d'aborder le sujet. Pour les soignants, ce n'est pas facile non plus à part ça. Il y a plusieurs choses qui font que c'est difficile. La première chose, c'est que la thématique est compliquée. On n'est jamais sûr de savoir comment le patient va réagir, parce que certains vont être enchantés de pouvoir en parler, ça fait longtemps qu'ils voulaient, puis pour une fois on leur en parle et ils vont sortir tout ce qu'ils peuvent. Puis d'autres, ils vont être choqués, donc il faut être prêt à réagir par rapport à un patient qui va se sentir vexé qu'on ait abordé la thématique. Donc pour les soignants, c'est vraiment pas facile. En plus, en tout cas pour ce qui est de la Suisse, je ne sais pas pour la France, mais en tout cas pour la Suisse, les soignants sont extrêmement pressurisés par le temps de discussion avec les patients. Donc en gros, on a un système de rémunération pour différentes prestations. Et puis la prestation discussion, c'est 15 minutes par consultation. Et donc comment vous voulez aborder une thématique comme ça en 15 minutes avec votre patient? Si vous voulez prendre plus de temps, c'est à votre charge.
Ou alors, si c'est au sein d'un hôpital, il faut trouver des moyens pour que la direction vous le valide. Enfin, ça devient tout de suite très très compliqué de mettre en place une procédure régulière de discussion avec les patients qui prend du temps. Donc, pour essayer d'aider un petit peu dans ces processus, de faciliter un peu ce bris de glace et puis aussi faciliter une sorte de préparation théorique de la discussion pour qu'au moment où on aborde le sujet, ça se passe de manière plus fluide et plus rapide. Au sein des HUG, avec mon groupe de recherche, on a développé une application qui s'appelle Accordons-nous pour aider. C'est une application digitale. Donc en fait, c'est un module à l'intérieur de l'application des HUG qui s'appelle Concerto. Quand les patients arrivent à l'hôpital, on leur offre, enfin même n'importe qui peut télécharger Concerto en fait. J'ai essayé de le faire à Géraldine, mais apparemment depuis la France ça marche pas malheureusement. Mais bref, donc voilà, on peut télécharger Concerto et à l'intérieur de Concerto il y a une brique qui s'appelle Accordons-nous et dans cette brique là, en fait c'est une brique qui permet aux patients d'anticiper. Donc, dans Concerto, il y a le menu de la cafétéria, il y a le nom de tous les soignants qui vont vous suivre à l'hôpital, il y a plein de choses, en fait, plein de petits modules. Vous pouvez aussi faire votre avatar avec des moustaches, des chapeaux bizarres, etc. Il y a des aspects aussi un petit peu ludiques. On vous parle aussi des aspects un peu plus culturels au sein de l'hôpital. Il y a plein de choses. Et puis, parmi ces modules, il y a aussi le module Accordons-nous. Et puis, quand on clique dessus, on se retrouve dans cet univers où on commence à réfléchir à l'anticipation des soins. Alors là, c'est juste pour vous donner une photo de la genèse de ce projet. En fait, on a participé à un hackathon pour faire un premier prototype. Et puis, suite à ce hackathon, on a obtenu un prix qui nous a donné des financements. Et ensuite, on a vraiment développé l'outil. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à un hackathon, mais c'est vraiment assez incroyable. C'est pendant 2 jours, vous ne dormez pas et puis vous travaillez sur un projet. Enfin, vous préparez votre groupe à l'avance, vous avez déjà votre idée claire, mais ensuite, vous ne dormez pas, puis vous travaillez non-stop avec des informaticiens jusqu'à avoir un premier prototype que vous pouvez ensuite présenter à la fin du hackathon. Puis vous avez plein d'équipes différentes qui sont en concurrence sur chacun sur son projet. Et donc, il y a un côté émulation assez folle qui est très propice en fait au développement des nouvelles technologies. Donc voilà, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce premier prototype dans le cadre de notre hackathon. Ensuite, on a passé aux choses un peu plus sérieuses. On a utilisé un peu une méthode inspirée de la méthode Delphi, où on a eu un groupe d'experts qui nous a suivis, pluridisciplinaire, qui incluait des juristes, des soignants de toutes catégories, aussi des experts de la communication, éthiciens, etc. Et puis, on a aussi beaucoup consulté des patients. En fait, au sein des HUG, il y a un groupe de patients partenaires qui sont des patients qui suivent en fait les différents projets qui sont développés et puis qui permettent de donner du feedback critique du point de vue du patient. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand on écrit des textes, il faut que ces textes soient compréhensibles. Et donc, eux, ils nous ont beaucoup aidés. Puis ensuite, on a fait un processus en boucle de développement, feedback, amélioration, développement, feedback, jusqu'à la finalisation du projet. Et donc, en gros, ce que fait l'app, c'est qu'elle fait plusieurs choses. D'abord, elle essaye de montrer l'importance d'anticiper. Donc, elle donne des petites vignettes, des petites histoires de vie qui montrent en fait à quel point c'est pertinent pour plein de gens, même pour des jeunes, de faire des directives anticipées ou de rentrer dans un processus de PROSA. Elle renseigne aussi sur tous les enjeux légaux, tout ça, aussi sur les termes techniques. C'est quoi une réanimation? C'est quoi, enfin, tous ces termes-là qui sont utilisés dans le cadre des directives anticipées. Et puis, elle a plein de petits contenus qui ont pour objectif de faciliter la discussion. Par exemple, on a une section, c'est dans l'art, où vous avez des livres, des propositions de livres, de films à regarder qui touchent cette thématique et qui peuvent être visionnés ensemble, lus ensemble, pour justement briser la glace. Parce que des fois, on peut juste dire « Ah ben moi, je me ressens dans ce caractère-là de ce film. Vous avez dit ça, vous avez dit beaucoup.
Vous n'avez pas besoin d'en parler des heures, mais juste dire ça à un proche, ben, ça lui donne pas mal d'informations. Donc ça, c'est des idées comme ça. On a aussi un jeu dont je vous parlerai tout à l'heure, qu'on a intégré dans l'app. Et puis, bien sûr, il y a les directives anticipées. Alors, il faut être patient des HUG pour pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités du formulaire de directive anticipée, parce que c'est possible ensuite de filtrer. Il y a beaucoup de questions, il y a une quarantaine de questions. Puis ensuite, selon votre profil de santé, vous pouvez filtrer les questions. Donc, vous pouvez mettre votre profil de santé, puis on va vous faire une sélection de questions qui sont les plus pertinentes pour vous, ce qui ne vous empêche pas de remplir les autres questions aussi, mais c'est juste pour permettre une approche qui est plus patient-centrée. Voilà, donc voilà, j'ai déjà anticipé ce que j'ai mis sur cette slide. Donc, histoire de vie, définition, information légale. Ensuite, donc ces amorces de discussion aussi, on donne des idées de phrases, juste des phrases qui permettent de commencer la discussion. Et puis, bien sûr, le côté évolutif qui est intéressant ici, c'est que quand on écrit des directives anticipées, eh bien, c'est stocké sur le serveur des HUG. Et du coup, c'est très facile de les remettre à jour. Si vous changez d'avis, ben vous retournez dans votre app, vous changez ce que vous voulez changer, puis vous pouvez cliquer pour imprimer, puis après, vous n'avez pas besoin de refaire tout le document. Et puis, donc, il y a un côté facilitateur qui permet un peu plus de mobilité. Ça, c'est juste des captures d'écran pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, le contenu. Il y a quand même beaucoup de texte, donc il faut être motivé à lire. C'est un peu rebutant pour certains utilisateurs, malheureusement. Mais on a quand même mis des petites vidéos dedans, des motion design qui permettent peut-être aussi d'aider les personnes à naviguer dedans. Voilà. Alors, on a testé cette app. On l'a testé de deux manières. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un test d'utilisabilité. Donc on l'a donné à des patients bêta, puis on leur a donné, on les a mis dans un scénario, on leur a dit, bon bah, imaginez que vous devez, alors c'est simple, imaginez que vous voulez rédiger des directives anticipées, ou d'abord vous voulez vous informer sur un terme particulier, pour voir s'ils arrivaient à trouver les informations qu'on a mis dedans, s'ils arrivent à naviguer. Et là, on a eu des excellents résultats. On a aussi fait un questionnaire à la fin, SUS, pour évaluer la qualité du produit qui nous a donné des résultats excellents. Bon, ça, c'est juste pour être sûr que le produit il est facile à utiliser, facile à prendre en main. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans une autre étude quantitative ici, on a distribué en fait l'application dans des services de médecine, enfin dans les salles d'attente en fait, soit de cabinets privés, soit aux urgences à l'hôpital. Et puis on a fait deux groupes, on a donné la moitié du groupe, on leur a juste donné le flyer habituel des HUG sur les directives anticipées. Puis à l'autre groupe, on leur a installé l'application sur leur téléphone. Et puis ensuite, on les a rappelés 3 semaines plus tard. Puis donc on leur a fait un petit questionnaire d'abord pour savoir où ils en étaient dans l'anticipation des soins. Puis on les a rappelés 3 semaines plus tard pour savoir où ils en étaient dans l'anticipation des soins, pour voir s'il y avait une différence avant-après entre les deux groupes. Et puis bon, là on a aussi eu des résultats positifs. Il y a eu plus de directives anticipées remplies et puis plus de discussions rapportées. Bon, alors ça reste des informations rapportées par les patients. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'entre les deux groupes, on a quand même vu une différence. Alors, c'est des différences qui n'étaient pas extraordinaires. Ça reste du 3-4%, donc c'est pas extraordinaire. Mais l'idée de l'outil, c'est pas juste de le donner et puis d'espérer que tout va se faire tout seul. L'idée quand on a développé cet outil, c'est en fait, d'en faire une interface entre les soignants et les patients qui permettent justement de briser la glace et de commencer la discussion. Et puis de préparer la discussion en amont des consultations. Et là, maintenant, on prévoit une prochaine étude qui va aller dans ce sens-là, où vraiment on va utiliser l'application au sein des services des HUG, au sein d'une prise en charge de patients, de manière un peu plus englobante. Et là, je pense qu'il y aura un effet plus important. On verra, on espère en tout cas.
Une autre chose que... Combien de temps il me reste? Parce que je parle longtemps. Ça va? J'ai le temps encore. Voilà, alors 2 minutes, j'irai vite. Une autre chose qu'on a intégrée dans notre application, c'est un jeu qu'on appelle Anticipation. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être certains d'entre vous connaissent le jeu Go Wish, qui est un jeu tout simple. Alors ça reste, c'est pas hyper ludique, hein, mais parce qu'on parle quand même. C'est un jeu qui permet en fait aux patients de se poser la question: qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que voilà, sur quoi est-ce que vraiment je ne ferai pas de concessions, ou quelles sont les choses qui finalement ne m'importent pas tellement. Alors on a fait plein de cartes, aussi une 40aine de cartes sur différentes thématiques, avec des thèmes comme, là je vois par exemple recevoir des gestes affectueux ou attentionnés, ou bien il y aura d'autres cartes, ce sera écrire mon testament, il y aura d'autres cartes, c'est être sûr que mes animaux de compagnie seront pris en charge. C'est vraiment extrêmement divers. Ou bien peur de la souffrance, ou bien mon aspect esthétique. Il y a vraiment des cartes de toutes sortes. On a fait un deuxième hackathon en fait pour ce jeu. On a aussi gagné, on a aussi été highlighté pour celui-là. Donc c'est vraiment des bonnes occasions pour développer des projets en fait, ces hackathons. Et là, on a un éventail très large de thématiques qui pourraient être des highlights dans la vie de personnes. Puis en fait, le jeu consiste à regarder ces cartes, et puis on doit en choisir 10 maximum, pas plus que 10. Et donc ça veut dire qu'on doit sélectionner parmi toutes ces thématiques lesquelles sont importantes. Ça, c'est la phase 1 du jeu. Deuxième phase du jeu, une fois qu'on a sélectionné 10 les plus importantes, on doit dire pourquoi c'est plus important. Et donc, on peut écrire des choses qui expliquent pourquoi c'est important. Et troisième phase du jeu, on doit se dire qu'est-ce que je peux faire comme objectif d'action en lien avec ce qui est important par rapport à ces cartes-là. C'est pour ça que ça s'appelle Anticipe Action. Alors typiquement, si le testament c'est important, à la fin, l'objectif d'action c'est d'écrire le testament. Hein. Voilà, mais il y a des choses aussi toutes basiques, régler un conflit de famille. Puis je décris mon conflit de famille, puis après, objectif d'action, tiens, je vais appeler ma fille avec laquelle je suis fâchée. Voyez, donc ça, c'est bien sûr pas forcément toujours lié à l'anticipation des soins. Mais bien sûr, il y a aussi des cartes qui sont liées à l'anticipation des soins à l'intérieur, mais en fait, ça rentre dans le projet de vie des patients. Et c'est pour ça que ça fait sens de le mettre, en fait, ce jeu-là, là-dedans, parce que ça pousse les gens à se projeter dans l'avenir. Et à travers cette attitude-là, en fait, on est aussi plus proactif envers l'anticipation des soins. Et pour ça, on est en train de faire une étude d'utilisabilité en fait, de ce jeu avec des patients en néphrologie, dont je ne vais pas parler, comme je parle longtemps, je vais arrêter là, donc je ne vais pas vous expliquer le détail de cette étude, mais bon, juste pour que vous sachiez qu'on est en train de travailler là-dessus pour voir si c'est bien réceptionné par les patients, si on arrive à l'utiliser au lit des patients, en fait, pour pouvoir les aider à rentrer dans un processus de PROSA. Voilà. Juste des images un petit peu des soignants à l'hôpital en train d'utiliser le jeu. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Mieux. Merci beaucoup pour cette présentation déjà. Ça fait écho à beaucoup de choses, c'est pas pour vous, mais en pratique clinique. Et je pense aussi bien dans le monde de l'adulte que de l'enfant, ça nous parle. Ça fait écho parce que on constate la même chose en France, en fait, la difficulté à aborder le sujet, à obtenir des directives anticipées, à les retrouver quand elles sont écrites, savoir où elles sont rangées, enfin... Je pense qu'on a un peu les mêmes problèmes, même si le format des directives anticipées en France est un peu différent aujourd'hui, il y a plus un accès médical, et peut-être pas aussi large
ce pro-SA finalement, et c'est un peu l'enjeu de la discussion ce soir, c'est est-ce qu'il ne faut parler que de médical ou est-ce qu'il faut parler du projet de soins au sens large. Peut-être que l'intérêt c'est d'avoir un peu des échanges dans la salle, donc je ne sais pas s'il y a déjà des réactions, des questions. Et on a des micros. Alors, le micro est là. Là, et puis il y en a un au bout de la place. Voilà. N'hésitez peut-être pas à vous présenter. Oui, bonjour, Jean-Philippe Borello, directeur des soins sur le CHU de Rennes. Merci pour votre présentation et puis pour les éléments de réflexion que ça suscite. D'abord, ravi d'envisager la prise en charge des patients avec des interrogations, des questions et du sens. Je pense qu'aujourd'hui, on a des enjeux d'attractivité de nos professionnels qui sont majeurs. On a besoin d'avoir des gens qui donnent du sens et qui en trouvent dans leur métier tous les jours. Et les questions que vous posez participent pour moi au sens que les soignants peuvent trouver dans leur métier tous les jours. Et c'est vraiment essentiel. Donc, merci déjà pour ça. Deuxième chose, j'ai vraiment entendu l'enjeu de transmission de l'information avec une information qui est évolutive mais qui doit être accessible à un moment donné aux professionnels qui vont s'occuper du patient. Le système d'application est très intéressant mais cible une partie de la population qui n'est pas exhaustive. Comment on intègre dans la réflexion les gens qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas d'application et qui, à un moment donné, vont être concernés par les mêmes questions, mais qui, pour le coup, n'ont pas accès à ces outils. Donc, il y a la question en soi, mais il y a aussi les outils. Les smartphones, ça reste quand même assez restrictif. Enfin, tout le monde n'a pas accès à cette technologie-là. Merci beaucoup. Oui, en effet. Mais je pense que, globalement, dans le PROSA, je serais assez pour ne pas privilégier une seule option. Ce qui est important, c'est d'avoir un éventail d'options aussi large que possible pour toucher le plus large bassin de population. Alors nous, on a développé une app, mais je ne vais pas prétendre que c'est la seule option, seule manière de briser la glace. Et typiquement, j'ai parlé de ce jeu de cartes. Là, maintenant, on est en train de l'intégrer dans l'application. Ce n'est pas encore fait, ça sera fait au début de l'année prochaine. Là, on est en train de finaliser. Mais on l'a aussi en version jeu de cartes physique. Donc voilà, les patients qui sont vraiment pas à l'aise avec les outils digitaux, ils ont quand même au moins, ils peuvent jouer avec les cartes physiquement. Après, je pense que les patients sont extrêmement divers. Il y a certains qui n'aiment pas du tout, qui pourraient être capables d'utiliser un smartphone, mais qui n'ont juste pas envie de parler d'anticipation des soins devant un écran, ce qu'on peut comprendre. Donc nous, on propose une option qu'on espère qui va aider à briser la glace pour certains patients, pour le plus grand nombre possible, idéalement, mais on ne voudrait surtout pas brimer d'autres approches qui seraient plus plus de terrain, en fait, j'ai envie de dire, avec peut-être des associations. Là, il existe, par exemple, en Suisse, un certain nombre d'associations qui font ça, qui reçoivent des patients et qui les voient et puis qui font un début de discussion avec eux, même si ce n'est pas eux-mêmes des soignants, mais qui commencent à faire le début du travail et les orienter, etc. Donc il y a un éventail d'options possibles. Merci beaucoup. Je me permets, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai fait aussi une remarque. J'étais particulièrement alerté par le fait que dans la variété justement des outils, il y a aussi le fait d'intégrer les décisions médicales, certes comme on fait, les décisions du patient, mais aussi tout le corps soignant finalement qui peut inscrire dans le plan SA finalement des éléments, ce qui élargit la vision d'un patient. Et par contre, je me demandais quelle valeur légale tout ça prenait, parce que finalement chacun peut y aller un petit peu dans son interprétation de sa phrase à un moment donné. Et quelle est un peu la place de tout ça, parce que nous, les directives anticipées en France ont vraiment une valeur légale normalement contraignante. Je ne sais pas si c'est exactement pareil en Suisse ou pas. Et tout ce qui est autour, finalement, est-ce que ça va être contraignant ? Bon, ce qu'il y a, c'est que, en tout cas pour ce qui est de la Suisse, les directives anticipées ont une valeur légale parce qu'il y a une base légale derrière. Ça veut dire que si le patient a signé des directives anticipées, ce qui est écrit dans les directives anticipées, à moins que le patient change d'avis, et puis quand il est capable de discernement, à tout moment, il peut changer d'avis, donc ça prime toujours par rapport à ce qui est écrit, ça c'est clair. Mais disons, s'il a perdu sa capacité de discernement, on va regarder le document écrit et c'est ça qui fait foi. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait foi dans les directives anticipées ? C'est essentiellement ce que le patient va refuser. Même s'il y a ce document dans lequel on va écrire beaucoup de choses, ce qui vraiment a la valeur légale,
dans tout ce contenu de document, eh ben, ça va être ce que le patient refuse comme traitement. Je veux pas recevoir des antibiotiques la prochaine fois que je tombe malade, par exemple. Et là, du coup, il y a une obligation légale pour les soignants de ne pas donner des antibiotiques. Par contre, si le patient il dit « je veux absolument la thérapie machin truc bizarre », par exemple, je sais pas moi, une homéopathie de type je sais pas quoi, en fait, les soignants, ils peuvent décider ou pas si c'est médicalement pertinent. Voilà, ça, donc voilà. Il y a d'autres conditions dans lesquelles on ne va pas appliquer les directives anticipées, c'est si on a l'impression que le patient a changé d'avis entre-temps, puis qu'on a des bonnes raisons de le croire. Là aussi, elles perdent leur valeur légale. Si on a l'impression que le patient a écrit les directives dans une circonstance où il n'avait peut-être pas la capacité de discernement, là non plus, ils n'auront pas une valeur légale. Donc, il faut un certain nombre de conditions pour que c'est une valeur légale. Maintenant, tout ce qui est dans le dossier du patient, en fait, ça concerne l'hôpital. Et là, on est dans le domaine de juridiction qui est de l'ordre de la déontologie médicale. Donc les médecins, les soignants ont une obligation de bonne foi par rapport au patient, de bien traiter le patient, etc. Et en fait, tout ce qui est de l'ordre de l'écrit à l'intérieur des dossiers des patients, ça rentre là-dessous. Et ensuite, voilà, on écrit des choses, on va interpréter ces choses, puis on va faire des décisions de traitement en fonction de des informations qu'on a à disposition. Donc il n'y a pas vraiment des enjeux légaux très problématiques ici, dans le sens où tout ce qui est décrit dans les dossiers du patient, c'est des éléments informationnels importants qui vont aider la prise de décision médicale au moment où on doit prendre une décision médicale. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce que je peux avoir juste un complément? Donc effectivement, prendre des décisions médicales quand le patient ne peut plus s'exprimer. Est-ce qu'il y a cette idée aussi d'anticiper pas que les situations où le patient ne pourra pas dire son avis sur le moment voulu? Ou est-ce que aussi c'est un exercice qui permet au patient de cheminer avec sa propre situation et justement d'être plus à l'aise? Parce que là, on voit vraiment tout un panel d'offres qui va permettre à chaque patient de choisir et je trouve ça hyper intéressant et du coup, effectivement, ça va aider quand le patient ne pourra pas s'exprimer, mais est-ce que vous pensez que ça peut aider aussi quand le patient va arriver aux urgences? Il peut parler, mais il y a quand même beaucoup d'émotions dans des moments d'urgence. Alors, bien sûr, ça va aider quand il n'aura pas la capacité de discernement, mais ça va bien sûr l'aider dans son cheminement sur sa maladie, sur ce qu'il veut, sur fixer ses priorités, sur fixer des plans de soins lorsque le patient a la capacité de discernement, bien sûr. Ça va aider. Parce que justement, l'objectif du PROSA en général, c'est pas forcément toujours focalisé sur le côté incapacité de discernement. On a même, en fait, bon après ça dépend un petit peu des professionnels, mais il y a même des gens qui parlent de PROSA lorsqu'on discute des plans de soins pour des personnes incapables de discernement, puis que ces plans de soins sont décidés avec la famille. On parle aussi de PROSA, là. Et en fait, le patient, il dit plus rien à ce moment-là. Mais on fait du PROSA parce qu'on discute avec la famille, les représentants, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois qu'il y aura une crise, est-ce qu'on va réanimer ou pas, etc. Ça rentre exactement dans cette logique. Je pense qu'il faut voir le PROSA plutôt comme une sorte de philosophie de prise en charge, plutôt que des documents précis ou des choses un peu rigides. Vraiment cette démarche d'anticipation, voilà. Gardant le patient au cœur. Le patient au cœur, l'anticipation sur le long cours, avec une régulière mise à jour de tout ça. Qui fait qu'il y aura une place pour l'enfant, notamment je sais pas, sur le plan légal, effectivement, si on suit Pareil pour l'enfant, en fait ça c'est aussi des réponses qu'on a dans l'app. Typiquement on traite aussi de cas des enfants, alors un peu plus périphériquement, mais pour les enfants, si l'enfant a la capacité de discernement, parce que même s'il n'est pas majeur, il peut avoir la capacité de discernement pour certains traitements, vous savez mieux que moi là-dessus, mais ça s'évalue au cas par cas, il peut aussi écrire des directives anticipées en réalité. Mais ce n'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il s'exprime, puis après on va faire au mieux pour lui, en fonction de ce qu'il veut. Donc, J'ai juste une question. Quel est le degré de maturité du dispositif dans le système de santé en Suisse? Est-ce que c'est quelque chose auquel les usagers ont largement recours? Est-ce que c'est globalisé? Est-ce que c'est vraiment une démarche qui est très à juger? Est-ce que
Est-ce qu'un petit peu c'est comme une bonne mesure de directive anticipée, quelque chose qui est ancien, qui existe, mais qui en fait est sous-utilisé justement par cette problématique de savoir comment est-ce qu'on l'utilise et comment est-ce qu'on en parle? Oui, merci pour la question. En fait, en Suisse, c'est toujours très compliqué parce que comme on est un pays extrêmement démocratique, mais même très localement démocratique, chaque hôpital a sa propre cuisine. Et donc, on a globalement, depuis longtemps, en fait, acquis, depuis en fait, la mise en place le cadre légal pour les directives anticipées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans la pratique médicale, la prise en compte des directives anticipées. Maintenant, on a localement des philosophies un peu différentes selon les hôpitaux sur comment on voit le PROSA et comment on le pratique. Avec dans certains cantons, plus de réticence, où on prend juste les directives anticipées, on ne va pas plus loin. D'autres cantons, on est extrêmement, j'ai envie de dire presque agressif, dans le sens où on va être très intrusif sur les patients pour qu'ils anticipent. Et puis là, il peut y aussi avoir le revers de la médaille. Justement, comme j'ai dit avant, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie d'anticiper, puis il faut aussi respecter ça. Et avec une vision très rigide de comment le faire. Puis il y en a d'autres qui sont plus larges, qui laissent plus l'option de faire différentes choses. C'est lié aux aires culturelles suisses? C'est lié au cercle culturel suisse, parce que chaque groupe les hôpitaux, ils le voient un peu différent, parce qu'il y a des gens différents qui travaillent, qui prennent des décisions différentes, puis ça se fait un petit peu comme ça. Alors maintenant, on a mis en place, enfin il y a 6 mois, bientôt une année, il y a un groupe de travail qui a été mis en place au niveau national, dont je fais partie, qui a pour objectif, dans les prochaines années, d'essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. C'est-à-dire d'avoir une sorte d'uniformisation de quels sont les critères minimaux pour des directives anticipées, déjà ça, ou bien alors dans les IMU, on parlait des IMU, les hôpitaux n'ont pas tous les mêmes IMU standardisés en Suisse, donc on veut standardiser aussi les IMU. Et puis on veut aussi essayer de mettre en place des stratégies globale au niveau national de sensibilisation de la population, de sensibilisation des professionnels, parce qu'en fait, une chose c'est de sensibiliser la population, mais aussi les professionnels, parce que l'air de rien, il n'y a pas tout le monde qui sait ce que c'est au sein des professionnels, ce que c'est le PROSA, comment ça se pratique, etc. Donc on met en place des formations. Tout ça, c'est du long cours, hein, mais on est en train de défricher là. Oui, Vanessa Marie, je suis de France Asso Santé Bretagne. J'avais une question, alors vous y avez partiellement répondu. L'appli Anticipe Action, c'est ça? Moi je trouve... Accordons-nous l'appli, hein, mais le jeu c'est Anticipe Action. Voilà, le jeu, pardon. Voilà. Comme vous l'avez évoqué, c'est une thématique qui est difficile à aborder aujourd'hui, notamment chez la population jeune. Est-ce que vous avez envisagé de le rendre accessible à un plus grand nombre, ou aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui est réservé aux patients ou aux gens qui sont hospitalisés? Bon, on a un enjeu qui est... C'est des enjeux vite très compliqués quand on est dans le monde digital, parce qu'il y a la question de la protection des données des patients qui sont sensibles. À partir du moment où vous avez une application qui peut récolter des données patients, donc il faut des systèmes de sécurité en fait pour les données. Et donc la solution qu'on a trouvée, ça c'est le premier point. En fait, pour pouvoir avoir une solution sécure, il faut avoir une structure qui est sécurisée, standardisée, etc. Il faut vraiment beaucoup de compétences tech. Et ça, on l'a trouvé dans l'environnement Concerto, parce que l'application des HUG, ils font justement ça. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a notre module qui est uniquement dans Concerto, ça veut dire que c'est surtout pour les patients HUG, donc uniquement ceux de Genève. C'est embêtant. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on peut télécharger Concerto gratuitement dans toute la Suisse, en tout cas. Donc, et on a accès au module Accordons-nous dans toute la Suisse, mais ça reste quand même un angle d'accès qui n'est pas extrêmement standardisé. Maintenant, là où on est en train de travailler maintenant, on a un projet de... Ça se met en place en Suisse, la notion de dossier patient, dossier ça s'appelle le DEP, de dossier électronique du patient.
qui est autre chose que les dossiers qui sont à l'intérieur des institutions. C'est un autre type de dossier électronique, mais dans lesquels, en fait, les patients peuvent mettre des choses, ou les soignants peuvent mettre des choses, puis c'est des sortes de lieux communs où on peut partager les données médicales des patients. Et en fait, on aimerait mettre accordons-nous là-dedans, en fait, de manière à ce que ce soit vraiment plus un angle d'approche qui soit plus standardisé pour toute la Suisse romande et peut-être la Suisse allemande aussi, on verra. Oui, vous répondez dans le sens de ce que je pensais, puisqu'on a un outil qui s'appelle Mon Espace Santé maintenant, qui existe chez nous, et qui potentiellement pourrait peut-être, si on avait des évolutions, avoir ce genre d'application aussi, j'imagine. Oui. Je vous dis, c'est beaucoup de travail de développement. On est vraiment frustrés que ce soit que le bassin genevois pour le moment qui profite vraiment de l'outil. Voilà. Et juste pour peut-être préciser, le Go Wish a été traduit en français par l'association Jalmave et donc il est aussi disponible par l'ASSO en France, et l'ASSO le propose dans certains groupes de parole, à la fois auprès d'aidants qui interviennent au lit des malades, ou alors aussi auprès de personnes qui ont été elles-mêmes endeuillées, pour les aider effectivement à discuter. Je crois qu'il existe aussi une version web du Go Wish, mais elle n'est pas très belle, mais ça existe. Mireille Massot, donc présidente de France Asso Santé. Vous avez parlé méthode Delphi. Je n'ai pas eu le temps de tout noter le processus, mais j'ai vu qu'il y avait des patients partenaires qui étaient associés, des experts pluridisciplinaires, et il y a des choses qui m'ont beaucoup intéressée. Vous parlez d'incitation douce, pour aider à anticiper les soins, pour que les personnes puissent exercer leur autonomie décisionnelle. Quel a été ou quel est le rôle des patients partenaires et dans cette méthode Delphi pour l'élaboration, je suppose, et puis des experts pluridisciplinaires, quels étaient-ils? Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'à toutes les étapes de développement, on a intégré des patients partenaires. Donc on en avait deux principaux qui nous suivaient vraiment au quotidien, dans le sens où chaque fois, toutes les séances les plus importantes où on prenait des décisions sur les contenus, sur la navigation, etc., on les consultait systématiquement. Après, on a fait 2 fois des tests d'utilisabilité, une fois de façon non scientifique, enfin on n'en a pas fait une publication, puis l'autre fois c'est la publication que je vous ai montrée, dans l'idée de voir si c'était utilisable pour des patients standards et puis pour récupérer des feedbacks. Ça c'est pour les patients qu'on a utilisés, c'est des patients... C'est des sortes de professionnels du conseil, en fait, parce que c'est des gens qui sont triés par les HUG, qui se proposent spontanément pour aider les projets de l'hôpital, et puis qui sont triés, puis ensuite qui reçoivent, enfin ils font partie de la plateforme patient partenaire. On a aussi des proches aidants partenaires comme ça. Et puis ensuite, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un projet, ça peut être le développement d'une nouvelle circulaire, ça peut être un outil technologique comme celui-ci, mais ça peut être une nouvelle formation pour les soignants, ça peut être plein de choses. En fait, ils sont sollicités et puis ils peuvent dire oui, ça m'intéresse, j'ai envie de rentrer dans ce projet ou pas. Et puis ils peuvent être sollicités soit sporadiquement pour une activité à une journée, ou bien pour... suivre un projet sur le long cours. Donc nous, on en avait 2 qui nous ont suivis sur le long cours, plus d'autres qui nous ont suivis juste de manière sporadique. Donc ça, c'est comme ça qu'on a intégré le point de vue, le feedback des patients. Mais comme eux, ils sont un peu triés sur le volet, on a aussi essayé de faire avec la population générale, et là, on l'a fait plus avec des contacts personnels, en fait, où on a envoyé l'application, on a téléchargé l'application sur des téléphones de gens qu'on connaissait, pour leur demander d'utiliser, et puis ensuite de faire un feedback dans un formulaire en ligne pour répondre à un certain nombre de questions. Pour les experts, c'est pareil, on leur faisait aussi tester les différentes versions, parce qu'on a fait différentes versions, puis
puis on leur envoyait la version, puis on leur demandait de répondre à un questionnaire sur cette version, et puis ensuite de faire des commentaires libres sur quels sont les points d'amélioration à faire. Puis comme ça nous permettait de chaque fois de savoir qu'est-ce qu'on devait remettre à jour, et puis pour améliorer la prochaine version. Donc c'est un petit peu ce processus-là qu'on a fait. Bonsoir, David Veillard, donc médecin santé publique ici au CHU. Dans la partie plan SA, dans le dossier, j'ai peut-être pas bien compris, mais ce que j'ai compris, d'une part, c'est que en fait, tout professionnel, dans une démarche que j'ai comprise potentiellement, possiblement individuelle, pouvait tracer des informations dans le contexte d'échanges qu'il peut avoir au quotidien avec le patient. Donc la question que ça suscite, c'est des moments, des interprétations, et des façons de rendre cette discussion probablement différente selon les types de professionnels. Et vous avez évoqué en plus, je ne sais pas si c'est en plus, mais voilà, l'enjeu de l'appropriation actuellement du dossier dans sa globalité et donc également de cette partie du dossier, notamment par les paramédicaux. Et puis ensuite, mon autre question, c'est à quel moment, donc il y a cet enjeu-là de concertation ou je ne sais pas, un moment entre les professionnels. Et ma deuxième question, c'est la place du patient là-dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment... Est-ce que c'est juste, on rapporte en fait des propos, des échanges, etc. Ou est-ce qu'à un moment le patient valide? Ou est-ce qu'à un moment le patient il entre dans le processus qui valide l'écrit en fait quelque part? Parce que c'est quand même un écrit qui reste tracé dans son dossier, qui suit l'évolution de la réflexion, telle que vous nous l'avez présenté. Donc j'ai peut-être pas bien compris, mais j'avais un questionnement sur... Oui, alors en fait, ce plan, ce PSA, il est effectivement renseigné par différents types de professionnels, mais essentiellement des professionnels qui ont des discussions pro-ça. Donc c'est à ceux-là qu'on demande. Les autres, ça leur viendrait vraiment pas à l'idée de le mettre, en réalité. Et puis en fait, les professionnels qui le font, on demande pas mal aux infirmières, en fait, dans certains services, par exemple en oncologie, en néphrologie. Les infirmiers ont comme tâche, parmi d'autres, d'avoir aussi ces discussions pro-ça, par exemple avec le jeu de cartes, c'est ce qu'on a mis en place. Donc ils ont pour tâche de discuter de l'anticipation des soins avec les patients. Et puis c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'elles vont écrire des choses. Ensuite, nous, la procédure qu'on met en place au HUG, mais ça ne veut pas dire que ça va toujours être fait comme ça, hein. C'est juste celle qu'on est en train d'expérimenter en ce moment. C'est 2 discussions avec les infirmières, et puis la 3e discussion, c'est avec le médecin traitant. Et puis, c'est au moment avec le médecin traitant qu'on finalise l'écrit, en fait, qu'on réécrit encore par-dessus, mais de manière vraiment plus propre. Et donc, en fait, on a un processus en 3 étapes, comme ça. Et puis, bien sûr, dans ces 3 étapes-là, le patient, il est toujours là. Donc, en fait, le soignant, normalement, il devrait exprimer ce qu'il écrit dans le dossier du patient. Mais par contre, il n'y a pas de validation au sens où le patient, il n'a pas... le patient a toujours le droit de regarder ce qui est écrit dans son dossier. Donc ça, c'est un droit légal du patient. Donc il pourrait avoir le droit il peut demander à ce qu'on le lui lise, mais ce n'est pas forcément l'objectif. C'est quand même plus un petit peu comme la prise de notes de suite habituelle, disons. C'est comme ça qu'on travaille, en fait. Je peux rebondir juste sur cette question-là. Alors moi, ça m'intéresse, cette histoire de plan de soins anticipés. De ce que j'entends, en fait, il est utilisé, on pourrait dire, par des soignants initiés aujourd'hui dans vos structures. Et pourtant, dans la pratique clinique, je trouve que le patient se confie beaucoup dans les soins du corps à corps, et en particulier avec les aides-soignantes, les infirmières de clinique, et que finalement, c'est là que les informations parfois un peu cruciales vont se jouer. Et j'aurais envie de dire, c'est ces équipes de terrain qu'on aimerait pousser à l'écrit
parce qu'elles vont transmettre la vraie parole du patient dans son ressenti du moment, de l'instant et dans la perspective de ce qu'il vit. Et je ne sais pas trop, effectivement, comment on peut les inviter à tracer, à faire part de ce qu'elles rencontrent. Est-ce que vous avez une idée sur cette question-là ? En fait, c'était presque surprenant parce que quand on a mis ça en place, on pensait que ce serait une sorte de porte qu'on ouvre et du coup, il y aura tout de suite ces opportunités qui vont être prises. Et en réalité, elles ne sont pas prises. Et là, maintenant, on est vraiment dans ce processus où on doit presque les forcer à le faire. Et puis, certaines le voient plutôt comme une charge de plus. Déjà qu'elles doivent tellement faire, elles sont déjà pressées comme des citrons. Et là, en plus, on leur demande d'aller écrire dans le dossier. Elles font des fautes d'orthographe, ça se verra. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on n'aura absolument pas pensé qui se jouent là-dedans. Elles ne se sentent pas encore autorisées à le faire. Mais bon, l'objectif, en tout cas pour nous, l'objectif, c'est d'essayer de les amener progressivement à le faire. Mais c'est pas gagné d'avance, c'est beaucoup moins que ce qu'on pensait au départ. En tout cas, il y a quand même un équilibre fragile entre la volonté d'avoir justement le regard de tout le monde et des témoignages qui sont extrêmement précieux, et ça on le sait en pratique dans les services au quotidien de tout soignant, et effectivement la question de la légitimité à chacun d'écrire ce qu'on entend à un moment donné, et la question c'est aussi quelle valeur ça doit et ça peut prendre finalement pour l'équipe, peut-être l'équipe médicale qui va devoir interpréter tout ça et en faire, voilà, je disais tout à l'heure la valeur légale, c'était pas que la valeur légale, c'est aussi la valeur de quelle importance on accorde à ça dans son ensemble, et c'est peut-être là que l'équilibre devient aussi du coup très subtil et... Oui, alors là, l'enjeu suivant, c'est une fois qu'on a écrit quelque chose dans cette case-là, il faut encore que les médecins soient motivés à le lire et puis à le prendre en considération lorsqu'ils vont prendre leurs décisions médicales. Alors ça, voilà, une chose après l'autre. Oui, et puis prendre en considération aussi dans une juste proportion aussi. C'est aussi de prendre en juste proportion de la... Je vois l'enjeu. C'est vrai, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette case-là, tout le monde peut écrire, donc les médecins aussi sont invités à l'écrire. On veut que ce soit quelque chose d'un petit peu, voilà, une sorte de lieu commun, j'ai envie de dire. Maintenant, il peut y avoir plein de problèmes qui peuvent se poser si tout à coup on écrit trop, après c'est de nouveau plus lisible, comment on fait, enfin voilà. Pour le moment, on est vraiment encore à un stade exploratoire, j'ai peu de recul encore pour vous dire exactement comment ça va s'ancrer, se pratiquer sur le long cours. Ça fait 6 mois qu'on l'a mis en place, je n'ai pas encore vraiment de recul. Voilà. Merci. Oui, et puis je me permets je pense qu'en France, on en est au même stade les équipes ressources de soins palliatifs pédiatriques, elles ont dans leur mission une mission d'acculturation. Vous avez parlé plusieurs fois de changer les mentalités, et je pense que ces outils participent à ça, et je pense qu'effectivement l'exemple de ce soir est une ouverture pour que les professionnels, pour que les patients sachent qu'ils peuvent exprimer des choses, qu'il y a des outils, qu'il y a des façons de faire. Je pense qu'en fait on peut l'avoir l'application. J'ai testé tout à l'heure, donc à confirmer, mais donc n'hésitez pas à essayer. Donc Concerto, et effectivement on en parle avec des modèles parce que tout à l'heure on a évoqué les jeunes. Alors je ne sais pas si c'était les jeunes patients ou aussi les jeunes dans la société, mais moi j'ai toujours été étonné que ce soit le notaire ou le banquier qui est le premier à questionner mais si un jour vous êtes handicapé, il vous faut une assurance. Et comment effectivement nous les professionnels on pourrait être aussi plus détendus pour que ce soit le médecin, que ce soit le kiné libéral. Cet enfant il m'a dit qu'il ne voulait pas retourner à l'hôpital si c'était pour tel ou tel traitement. Comment ce kiné pourrait écrire ou transmettre, et comment ça pourrait être tracé avec cette idée d'assurer la qualité des soins du patient sur le long cours. Comment vous pourriez intégrer ce que vous avez fait dans un processus effectivement culturel? Est-ce que vous sentez qu'il y a, en France, on a eu aussi toute l'évolution sur le don d'organes. Est-ce qu'en Suisse, il y a eu toute cette démarche
Et cette philosophie? Oui, on rentre dans une démarche un peu de démocratisation déjà de la terminologie. C'est très récent, la notion de PROSA. On a déjà débattu longtemps pour savoir si ce serait PSA ou PROSA ou autre chose. Déjà juste pour le langage, donc ça a été déjà pas mal. Et sur ce point-là, ça fait maintenant aussi 6 mois. Alors là, on vient de décider il y a 2 mois, en fait, au niveau national, que ce serait PROSA pour la partie romande. Pour la partie germanique, il y a aussi eu des débats sur la terminologie. Donc, pour vous dire que tout ça, c'est très récent. On a aussi, je pense que pour l'idée de l'acculturation, en fait, ça passe aussi par des formations. Je pense que ce qu'il faut faire maintenant, et ce qu'on est en train de faire dans plusieurs hôpitaux, c'est de développer des capsules d'enseignement qui sont vraiment faites pour les soignants, et qui permettent de transmettre en fait la philosophie de la prise en charge comme ça. Et c'est pas encore une évidence pour tout le monde. Et surtout, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont les plus proches des patients au quotidien, puisque c'est censé être quelque chose d'itératif, c'est pas tellement les gens à l'hôpital finalement, c'est les médecins traitants souvent. Ou alors les soins à domicile, c'est les gens qui viennent régulièrement. Et en fait, c'est ceux-là qui ont besoin de ces types d'enseignements. Donc nous, on est en train de développer des enseignements, en fait, targetés aussi pour ces publics-là. C'est pas encore... il existe déjà certaines choses. Par exemple, à Lausanne, ça c'est pas à Genève, mais à Lausanne, ils ont vraiment un programme de formation. Ils offrent des formations qui donnent des crédits pour les médecins pour pouvoir se former là-dedans. Et ils ont des programmes assez larges pour impliquer en fait vraiment des soignants hors hôpital dans ce contexte-là. Donc voilà, c'est plein de pistes. Je pense qu'il faut vraiment utiliser tirer toutes ces ficelles qui sont très diverses, et puis que chacune aura un petit effet. Et puis au final, ça peut changer complètement la philosophie de toute la société finalement. À la fin, où on regarde comment prioriser l'autonomie du patient, et puis, mais pas une autonomie juste basique de j'ai le droit, mais plus une autonomie du patient qui doit aussi se projeter dans sa famille, parce qu'un patient qui décide de ne pas anticiper, c'est aussi un patient qui met en souffrance sa famille. Donc ça va dans les deux sens. Ou un patient qui décide d'anticiper mais sans parler à sa famille, c'est aussi horrible, parce que des fois la famille découvre des choses dans les directives anticipées qu'ils n'ont jamais entendues avant de la part de leurs proches, et puis c'est un choc. Enfin, voilà, tout ça, ça doit aussi rentrer dans la démarche globale de société, en fait, qui est engendrée par le PROSA. Et là, je pense qu'on rejoint, nous, une idée qu'on défend souvent, en tout cas dans la culturation qu'on essaie de promouvoir en tant qu'équipe de soins palliatifs, c'est que les directives anticipées, elles ont pour but non pas d'avoir un document à la fin, mais d'amener une discussion finalement et de la faire circuler. Et ça apparaissait bien, je trouve, dans la présentation, dans l'introduction que vous avez fait, que c'est d'abord une discussion pour aboutir à un document, et c'est pas tout de suite le document. Et ce qui est peut-être par contre innovant par rapport à ce que nous on a, où on s'axe beaucoup sur les directives anticipées médicales, c'est que la discussion, elle va s'axer sur un champ qui est beaucoup plus large, donc peut-être aussi plus accessible, qui permettent aussi peut-être de briser la glace en parlant de soins, de la maison, c'est ça que je veux. Enfin, c'est ce que je retiens en tout cas du PROSA par rapport aux directives, parce que c'était aussi un peu le sujet de voir ce qui est différent de chez nous. Et c'est nous quelque chose qui arrive dans nos discussions ces projets de soins anticipés, qui ne soient pas uniquement du médical. Oui. Où du coup on intègre tout le monde et vous intégrez aussi la famille, c'est ça dans les discussions l'idéal, c'est que la famille, surtout les représentants thérapeutiques désignés, soient partie prenante dans la discussion, parce que en fait, au fond, quand la personne a perdu sa capacité de discernement, ça sera le représentant thérapeutique qui va être questionné. Et le représentant thérapeutique, il doit savoir qu'est-ce que voulait le patient. Donc, juste... Alors, est-ce que c'est exactement pareil? Je pense que c'est l'équivalent. Est-ce que c'est la personne de confiance, pardon. Ouais. Il a un pouvoir de décision ou il a un pouvoir de... Alors, s'il est nommé dans les directives anticipées, c'est lui qui décide à la place du patient. D'accord. Et donc, sa décision, elle a la même valeur que
en théorie. Hein, voilà. Ce qui est une nuance qu'on défend voilà. en France sur la personne de confiance, qui est de rapporter l'avis du patient, mais qui n'est pas de prendre une décision. Je pense qu'il y a un aspect légal plus fort en Suisse que par rapport à la France. Ouais. D'accord. On a parlé beaucoup de discernement, c'est la base de l'expression des directives anticipées. Ça reste très subjectif, dire de quelqu'un qu'il a un discernement ou pas. C'est un regard qu'on porte sur lui et on estime qu'il est capable de discernement ou pas. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens dont on estime qu'ils n'ont pas de discernement? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit aux directives anticipées? Et comment on va les chercher? Et comment on accompagne ces personnes, quoi. Pas que les enfants, hein, ça peut être des adultes aussi. Oui, alors d'un point de vue légal, à partir du moment où on estime qu'une personne n'a pas la capacité de discernement, elle ne peut pas signer des directives anticipées, elle n'aura pas de valeur légale. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, du point de vue de la philosophie du PROSA, en fait, les personnes qui sont incapables de discernement, leur avis compte. Parce qu'elles doivent faire partie de la discussion. Elles doivent pouvoir dire des choses, même si elles... alors, il faudra prendre leur avis avec délicatesse, mais en fait, ce qu'elles disent ou comment elles s'expriment, ou comment elles ressentent, comment elles réagissent par rapport à certains inputs, va être important pour les représentants thérapeutiques pour décider qu'est-ce qui est bien pour elles ou pas. Donc, ça fait aussi partie de cette réflexion PROSA. Après, surtout pour les personnes qui rentrent dans une phase de démence, par exemple, on n'est pas un jour ils ont la capacité de discernement, le lendemain ils l'ont pas. Il y a toute une phase un peu transitoire où c'est pas complètement clair, où ils peuvent avoir des moments de lucidité, des moments moins. Et donc c'est vraiment des moments dans lesquels leur voix compte vraiment. Même si on voit bien qu'elles ne sont pas complètement lucides, elles ont quand même encore certaines choses qu'elles arrivent à exprimer. Et donc ça compte dans la réflexion. Mais voilà, c'est une question de sensibilité et puis de jugement au cas par cas. Et bien sûr qu'on n'est pas dans des mathématiques, là. Ça fait un petit peu écho à un des avis du CCNE, le Comité national d'éthique, assez récent, qui parle justement des personnes vulnérables, des personnes avec des incapacité de discernement, ou tous les intermédiaires en fait de discernement, c'est-à-dire que la personne n'est pas forcément muette pour autant, et qui insiste sur le fait de prendre en compte qu'elle peut exprimer, sans forcément que c'est une valeur légale justement, mais qu'il y a ce côté évolutif que s'y pointe du doigt, c'est-à-dire que le recueil multiple des informations va permettre d'avoir un avis plus éclairé, même si ça ne fait pas office de décision. Tout à fait. C'est la même chose avec les enfants. Il y a une capacité de discernement progressif qui s'acquiert, et puis au fur et à mesure, en fonction des questions aussi. Il y a des questions pour lesquelles c'est plus facile d'avoir la capacité de discernement que pour d'autres questions. Donc voilà. Oui, en gardant cette philosophie d'anticipation, il y a certains centres, par exemple médico-sociaux, qui utilisent des passeports de vie, où c'est juste un format A4 où on écrit ce que l'enfant préfère. Et ça, on sait que ça va accompagner lors d'une hospitalisation, par exemple, la prise initiale en soins, c'est-à-dire l'aide-soignante qui accueille la famille va gagner du temps, puisqu'en A4, elle voit que le patient préfère être couché sur le côté. Et ça, c'est le résultat d'une analyse de professionnels qui ont pris, eux, le temps d'observer ça et de construire ce document. Donc il y a vraiment cette démarche de rapporter effectivement des éléments de vie du patient, de s'exprimer soit avec lui, soit pour lui en fonction des observations, de l'hétéro-évaluation qui peut être faite, et d'anticiper sur quand ça va aller mal, au moins on aura des outils pour mieux réfléchir et garder des éléments de lui-même et pas que le projet de soins ou le protocole qui s'applique. Moi, j'entends derrière ça quand même cette idée de la qualité. C'est aussi un des thèmes de la semaine, que ça permet d'assurer une qualité des soins pour les patients qui sont dans des situations souvent complexes. Donc merci encore pour cette ouverture, parce que je pense que ça va nous offrir plein d'idées. C'était une première grande intervention de la semaine. Donc j'espère que ça vous a nourri. En tout cas, moi, ça va encore me donner plein de pistes et de billes. Je ne sais pas quand est-ce qu'on peut organiser un hackathon pas loin de chez nous, mais vous serez tous conviés. Je crois que ça séduit. Bon, oui, et puis si vous, en tant que chercheur, vous avez des projets qui pourraient résonner avec ce qu'on fait, n'hésitez pas à me contacter.
Eh ben, merci beaucoup. À moins qu'il y ait une autre question importante, on propose peut-être de conclure cette conférence. Encore merci, Madame Clavien, pour votre intervention. Je vous invite à garder quand même en tête les autres rendez-vous de la semaine et on espère vous